Lac et One TV avec Béatrice Rulle. Merci de nous rejoindre sur Radio Lac et One TV pour cet ultime débat avant la complémentaire au Conseil d'État. 4 candidats, 4 visions pour Genève. Et ils ont 60 minutes pour vous convaincre qu'ils ont la capacité de nous faire traverser cette crise et de relancer les Genève les 2 années à venir. Bonsoir Fabienne Fischer. Bonsoir. Vous êtes la candidate des Verts et du Parti Socialiste. Bonsoir Yves Didegger. Bonsoir. Représentant de l'IDC. Bonsoir Delphine Bachmann. Bonsoir. Vous représentez le PDC et le PBD. Et bonsoir Pierre Maudet. Pierre Maudet n'est pas arrivé. Nous allons donc commencer sans lui. Et vous qui nous écoutez, vous pouvez bien évidemment réagir sur l'absence peut-être de Pierre Maudet. WhatsApp 079 91 8 3000 ou sur les réseaux sociaux. Mots-clés, hashtag ultime débat. L'élection au Conseil d'État de Genève, c'est l'ultime débat sur Radio Lac et One TV. Bien, ne tardons pas plus longtemps et je me tourne vers vous, Yves Didegger. Sur un autre plateau, vous avez expliqué être un homme plein d'humanité. Je ne doute pas que vous soyez aussi un homme extrêmement courtois et poli. Quelle est la qualité que vous enviez à Fabienne Fischer ? Que j'envie à Fabienne Fischer, la blondeur. Là, vous me laissez sans voix. Peut-être Fabienne Fischer, une réaction. Le stéréotype féminin, vous l'avez déjà fait ? Non, mais disons, ça ressemble tout à fait à Monsieur Didegger de déguiser une vacherie en compliment. Non, mais c'est absolument sincère. Mais je fus blond et je commence à grisonner, donc je la jalouse pour cela. Pour Delphine Bachmann, point de vue chevelure, vous êtes assez bien pourvu. Pierre Maudet, je ne vous pose pas la question vu que vous n'êtes toujours pas là et qu'il est 18h01. Intéressons-nous plutôt, devenons sérieux, à Genève qui traverse peut-être la crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale avec des secteurs complètement exsangues, que ce soit l'hôtellerie, cafetiers, restaurateurs ou culture. Très concrètement, que faut-il faire pour relever ces secteurs, pour les soutenir, Delphine Bachmann ? Alors, à l'heure actuelle, on est un peu coincé par les mesures qui sont prises par la Confédération. Moi, je souhaite que tous les entrepreneurs, tous les indépendants, tous les milieux culturels puissent reprendre dès que possible leur outil de travail en main. Je pense que sur le moyen terme, nous allons devoir convertir des aides, des prêts en aides à fonds perdus. Je crois aussi qu'on doit accompagner cette sortie de crise auprès des entreprises. J'ai une proposition très concrète pour les entreprises et pour l'économie. C'est la mise en place de bons d'achat solidaires qui favorisent, comme ça a été fait dans le canton de Vaud, comme ça a été fait aussi dans certaines communes, qui favorisent une économie circulaire et nos entreprises et nos petits commerçants locaux. Et puis sur le domaine de la culture, je propose un Magic Pass en fait de la culture sur le même concept. On s'allie avec la France voisine. Non, alors le Magic Pass est à l'origine pour le ski, mais moi j'y crois aussi pour la culture, de mettre en place un système de pass culturel pour la saison 21-22 qui encourage les Genevoises et les Genevois à découvrir toute l'offre que nous avons à Genève. Il pourrait être également subventionné et puis ça permet de garantir un certain revenu sur la prochaine année, parce que la sortie de crise va être longue, à ces acteurs culturels. Un inventaire quasiment à la Prévert de la part de Delphine Bachmann. Yves Didegger, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce Magic Pass de la culture ? Bon, d'abord, je pense qu'il est très mal de la part d'une journaliste de nous tenter à faire assaut de créativité pour des gadgets électoraux qui n'ont pas de profondeur. Après, vous vous étonnez d'avoir des réponses de ce genre-là, alors que les gens attendent quelque chose d'un tout petit peu plus substantiel. La toute première chose à faire... Dans votre substance. La toute première chose à faire, c'est évidemment d'ouvrir. On vient de faire une démonstration in vivo au Palais fédéral pendant 3 semaines. Vous avez eu 650 personnes que vous mettez sous une coupole, fédérale ou pas. Je pense que ça ne change pas grand-chose. Donc 250 parlementaires, vous y ajoutez des collaborateurs d'administration, des journalistes, vous arrivez à 650 personnes. On a testé ces braves gens. À raison de 650 tests par semaine, il y a eu 0 contamination, moyennant le fait que chacun portait un masque, parfois sous le nez, parfois dessus, avec des gestes barrières qui sont entrés dans les mœurs maintenant depuis 1 année. Il y a une seule personne qui a été testée positive, c'était le premier jour, un sénateur uranais qui s'était par conséquent contaminé avant la session. Pendant la session, 0. Alors que nous avons mangé au restaurant tous les jours, il y a un restaurant au Palais fédéral, nous nous sommes frôlés pour trouver nos places. Ne frôlez pas trop, Fabienne Fischer. Non, mais au Palais fédéral, vous serez intéressé de voir, c'est là une vraie lambada. Quand vous passez derrière vos collègues pour aller jusqu'à votre place, qu'est-ce que ça se frôle la photocopieuse, qu'est-ce qu'on fait les pour toilettes, nos restaurateurs, à part la lambada ? Toute la presse papier de Suisse offerte à la palpation de tous, 0 contamination. Donc on ouvre demain, moyennant les gestes barrières qu'on connaît par cœur, et puis l'État doit arrêter de tout casser. Qui casse paye, ensuite vient
qui casse paye, c'est même pas un principe politique, c'est un principe de responsabilité civile. L'État a cassé, l'État doit payer. Et le reste, ce sont évidemment des gadgets, mais dès que les gens pourront retravailler, la casse s'arrêtera. Et c'est quand même ceci le principal. On rouvre tout, Fabienne Fischer, et attention à la lambada, on peut se faire mal. Oui, bien sûr, ça fait envie d'aller danser. On a tous envie d'un peu fêter. Malheureusement, je crois que c'est prématuré aujourd'hui. Et évidemment, si vous mettez beaucoup de personnes qui ne sont pas porteuses du virus ensemble, il y a peu de chances qu'elles se contaminent mutuellement. Et c'est la démonstration qui dans ce cas, tout le monde est retourné à raison de 3 jours par semaine dans ses pénates pour se livrer à d'autres brassages. Je connais beaucoup de tout le monde national genevois qui ont des appartements dans lesquels ils sont. Ils sont tous revenus parce que nous ne siégeons pas le vendredi, le samedi et le dimanche. On va revenir à Donc Genève, on a eu une vraie expérience in vivo qui a donné un vrai résultat scientifique et il faut en tenir compte. On a quand même des hôpitaux qui sont l'étude scientifique de Monsieur Nideguer est quand même d'une pertinence, à mon avis, mondiale. Donc j'espère que les publications vont suivre. Ceci dit, c'est vous qui êtes élu à Berne. Donc si vous voulez réouvrir, c'est probablement vous qui auriez eu l'occasion d'avoir une certaine influence sur la question. Parce qu'ici, autour de cette table, on peut tous dire il faut ouvrir, il faut pas ouvrir. La réalité, c'est qu'on n'en a pas la compétence. Il y a un bête parti du centre qui a voté contre. Écoutons Fabienne Fischer sur les solutions. Je reviens parce que ouvrir, fermer, actuellement c'est fermé. Et je partage avec Madame Bachmann le fait que l'idée que la sortie de crise sera longue et il faut aujourd'hui s'y préparer. On aspire tous à des réouvertures aussi rapides que possible, mais je crois que la prudence est de mise si on veut éviter qu'on soit sans cesse dans ces vagues qui viennent. Et aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est de rester prudent et d'indemniser vraiment à 100% les personnes qui sont touchées par les interdictions d'activité, en particulier les personnes qui sont en RHT, mais aussi les entrepreneurs indépendants. Juste une chose par rapport au RHT à 100%, vous n'arriviez pas à l'évaluer financièrement le coût, vous avez pu affiner la depuis. Confédération a réglé le Parlement a réglé ce problème entre-temps, puisqu'ils ont voté... Ils ont voté l'autorisation de s'endetter davantage pour renflouer la caisse de chômage. Ce n'est pas une façon financière de régler le problème, mais uniquement juridique. Ça va être difficile de débattre dans ces conditions si on ne peut pas finir une phrase sans être interrompu. Et 18h07, on va accueillir Pierre Maudet. Bonsoir Pierre Maudet. Bonsoir, toutes les excuses pour ce retard évidemment involontaire. J'oserais vous prêter ma montre peut-être la prochaine fois. C'est pas une question de ponctualité, c'est une question de bouchon, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. J'aimerais saluer sportivement mes concurrents et leur dire que je me réjouis de les retrouver pour ce qui est le dernier débat avant les élections. L'ultime pour décider des électeurs. J'ai saisi au vol que vous posiez une question sur la situation actuelle pour ces secteurs dont on parlait, extrêmement touchés, restaurateurs, culture, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Eux, on est d'accord qu'ils sont fermés, on ne va pas revenir là-dessus. On a compris l'avis d'Yves Neguer sur la question. Comment est-ce qu'on fait pour les aider, eux, très concrètement? Parce qu'on a des retours de ces personnes et ils nous disent, oui, on a beaucoup de blabla, mais il y a la réalité que nous vivons et il y a l'inertie politique, ça prend trop de temps. Nous, c'est maintenant que j'ai besoin d'argent. Il y a surtout l'incompréhension. Moi, ce que j'ai comme retour du terrain, c'est la difficulté J'étais encore tout à l'heure au Paquis, où je voyais des bus bondés, libérés sur la chaussée, toute une série de personnes qui en descendaient, et à côté des restaurateurs qui se lamentaient à juste titre de ne pas pouvoir, malgré toutes les mesures, les précautions qu'ils ont prises, achat de plexiglas, etc., pouvoir travailler. Donc, ce qui ne va pas, c'est les atermoiements, c'est l'effet de yo-yo, si je caricature un peu ce que vous disiez tout à l'heure, ouverture, fermeture, etc. Et c'est la difficulté de comprendre dans le contexte actuel la cohérence des mesures, la clarté qui va pas avec. Moi, ce que je préconise maintenant, c'est qu'on aille de l'avant dans le desserrage de l'étau, qu'on renforce les 3 piliers dans le domaine sanitaire, à savoir les gestes barrières qu'on a perdu, vraiment une perte de ce côté-là. Je l'ai vérifié encore aussi au marché l'autre jour. Donc, il faut remettre une couche au niveau prévention en contrepartie d'un assouplissement des mesures. Le testing, dont j'ai cru comprendre qu'au niveau de la Confédération, des décisions avaient été prises pour l'augmenter significativement, notamment dans certains secteurs. Et puis également les questions de vaccination. Là aussi, les gens ils perdent un peu leur latin. On l'a dit, il y a une crise extrêmement importante. Il y a ces commerçants, ces indépendants qui ont des locaux commerciaux qu'ils ont du mal à payer. C'est aussi un peu le nerf du problème, Fabienne Fischer. Comment est-ce que déjà, quand on est fermé, on doit continuer à payer ces loyers-là?
Oui, bien sûr, les baux doivent être protégés, les locataires doivent être protégés de la résiliation. C'est normal que dans ces temps où les gens ne sont soit pas indemnisés, soit indemnisés tardivement, en particulier les indépendants, eh bien, il y a souvent des retards de paiement, des factures qui ne puissent pas être honorées dans les délais. Et il faut éviter absolument que les baux puissent être résiliés 30 jours après un retard de paiement. Dans ce sens-là, je crois qu'il faut agir à Berne, que Genève agisse à Berne pour demander la prolongation de ce délai. Et ça fait partie des enjeux vraiment, de manière plus générale, de cette élection, c'est-à-dire de faire entendre une voix crédible de Genève à Berne, puisque beaucoup des décisions qui s'imposent à Genève pour gérer la situation actuelle sont prises à Berne. Berne, effectivement, qui décide des ouvertures ou des fermetures. On va juste revenir sur un autre secteur qui est fortement impacté, qui est très important à la fois en son sein, mais aussi pour toute notre économie, c'est l'aéroport qui tourne quasiment à zéro. Beaucoup de milieux économiques comme la CCG nous disent l'importance de cet aéroport, que l'on aime ou qu'on ne l'aime pas. Est-ce que cette crise fait que l'aéroport, faut le sauver ou l'abandonner, Delphine Bachmann? L'aéroport, je pense que c'est un des outils de la place économique genevoise. C'est notre ouverture au monde, c'est la Genève internationale. Donc bien sûr qu'il faut le soutenir et il faut lui permettre de redémarrer. Je partage le fait. C'est-à-dire que progressivement, les gens vont pouvoir reprendre des voyages avec la vaccination. On s'attend à ce que d'autres pays conditionnent des voyages à la vaccination. Mais ça, en soi, à partir du moment où il y aura un accès large public, probablement d'ici cet été, ce sera moins un problème. Et puis, il faut encourager impérativement ces tests rapides. J'avais déposé une motion en ce sens au Grand Conseil, puisqu'on a vu qu'à une époque, on a vraiment beaucoup manqué de tests. Donc, on doit faire ce testing impérativement pour savoir et isoler dès que possible les cas positifs. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on vaccine. Notre population vulnérable aujourd'hui commence à être protégée. Il y a une immunité collective et il faut se poser la question des indicateurs. Est-ce que le nombre de cas aujourd'hui est toujours un bon indicateur? Je pense qu'on devrait désormais se pencher plutôt sur le nombre d'hospitalisations, puisqu'on le rappelle, dans la gestion de cette pandémie, l'enjeu est aussi la non-surcharge du système de santé. Donc, l'aéroport, oui, on doit pouvoir relancer ses vols dès que possible. Et puis, les gens vont avoir besoin pour leur travail, au niveau professionnel, mais aussi sur le plan personnel à un moment donné. On ne va pas les culpabiliser de vouloir partir en vacances cet été s'ils le souhaitent. Fabienne Fischer, est-ce qu'on doit tous partir en vélo? On part, ça dépend où on va d'abord. Et puis il y a plein d'endroits qui sont accessibles autrement que par avion. Je pense qu'il faut rester vraiment très raisonnable sur l'accès à des distances courtes qui sont facilement accessibles en train. Et pour cet aéroport, vous êtes d'accord avec Delphine Bachmann que c'est un poumon économique quand même? Franchement, je ne crois pas que l'économie de l'aéronautique et du transport aérien se redéveloppe au niveau qu'elle a connu avant la pandémie. En tout cas, ça va prendre des années. Il ne faut pas compter dessus. Cela est, en plus, moi, je suis favorable justement à ce qu'on développe plutôt des solutions alternatives pour toute une série de distances. Et pour les gens et puis qu'on limite on a des réactions des employés de l'aéroport. Je vous rappelle que vous pouvez réagir par WhatsApp 079 31 8 3000 qui nous disent ils travaillent là-bas, c'est quand même leur gagne-pain, qui nous disent que certains travaillent 1 ou 2 jours par mois. Quelle solution à long terme pour moi, pour eux? Oui, il faut absolument que ces employés-là, on leur donne des moyens de se reconvertir en créant des emplois, en créant de très nombreux emplois dans des domaines socialement utiles. On pense à l'accompagnement des personnes, le maintien à domicile, les jeunes enfants, etc. Et en créant des emplois dans les domaines dans lesquels on doit investir pour répondre aux défis climatiques, notamment le bâtiment, l'assainissement des bâtiments ou encore les énergies renouvelables, etc. Donc l'État doit piloter une réorientation de notre économie vers des emplois locaux, circuits courts et des emplois qui ne seront pas délocalisables et en priorité pour les personnes qui perdent leur emploi, comme votre interlocuteur vient de dire. L'économie, il aurait fallu pour commencer par là. Évidemment que la plateforme aéroportuaire, c'est 12 000 emplois. 1000 qui dépendent directement de l'aéroport international de Genève, qui est une grande régie publique, mais au-delà de ça, c'est 11 000 personnes qui vivent directement et qui aujourd'hui ne vivent plus, parce que pour la plupart, ils sont au RHT, donc ils ont 20% de revenus en moins. Mais les reconversions, nous parle Fabienne Fischer, excusez-moi, vous êtes nombreux à le mettre dans vos programmes, la reconversion et la reconversion. Mais est-ce que c'est pas utopiste de demander à quelqu'un qui a 55 ans, qui, je ne sais pas, s'occupe de réparer des moteurs d'avion, de lui dire, allez, demain, vous allez être aide-soignante, infirmière, pizzaïolo? Mais bien sûr que ça va pas se décréter. D'abord, la plateforme aéroportuaire, ça prendra du temps, je vous le confirme, mais ça va revenir à un certain niveau. Donc, on n'est pas
dans des secteurs s'agissant de l'aviation civile où il n'y a aucun espoir de voir le niveau d'antan revenir. Ce qu'on souhaite faire à l'aéroport, c'est de reprendre une croissance maîtrisée. Et on parle toujours des passagers, mais aussi du fret. Il faut savoir que 70% de l'économie genevoise, c'est de l'exportation. L'exportation, ça passe aussi par les avions. Donc il y a petit à petit le secteur du fret qui redémarre, qui est extrêmement important, par exemple, pour notre industrie horlogère. Donc on ne peut pas effectivement décréter comme ça qu'on va reconvertir tout le monde. On peut en revanche, là je rejoins ce qui a été dit avant, travailler dans certains secteurs et en fonction des bilans de compétences et des profils des gens sur une reconversion, sur de l'emploi orienté vers le futur. Et l'emploi du futur, bien sûr que ça prend du temps, mais c'est maintenant qu'il faut s'y attaquer. On ne peut pas parler, je me félicite que votre débat l'aborde. Disons qu'on aurait pu s'y attaquer. Des questions d'urgence. Il faut aujourd'hui démarrer, par exemple, des bilans de compétences de façon assez large. Pourquoi est-ce qu'on attend une crise comme celle-là pour se dire tiens, la formation, c'est important. Excusez-moi, je ne suis pas si vieille que ça, mais j'ai toujours entendu que la formation, c'était important. Et là, on attend que ce soit cataclysmique. Mais non, on n'a pas attendu. Vous étiez à la tête de l'économie, Pierre Modet, pourquoi vous ne l'avez pas mis en place? Mais précisément, l'employabilité, c'est un sujet qu'on a empoigné dès 2017, avec un excellent exemple, l'exemple du Luxembourg, qui a investi 12 millions, bien avant la crise du Covid, sur la reconversion, par exemple, de toutes les personnes actives dans les énergies fossiles sur des énergies durables. Donc, on ne s'est pas réveillé le jour du Covid. Simplement, le Covid agit comme révélateur d'une part et comme accélérateur. Et c'est maintenant que ces sommes doivent être investies. Il y a un projet très concret de l'ordre de 16 millions pour la reconversion de plus d'1 millier d'employés, essentiellement dans l'hôtellerie, sur des métiers qui consistent par exemple à développer les installations énergétiques, panneaux solaires et autres. C'est du très concret. Ce projet, je l'ai présenté. Il peut démarrer. Yves Nidegger, votre avis sur la question? On a entendu beaucoup d'âneries. L'idée de reconvertir les employés de l'aéroport en réparateurs de trottinettes, ça c'est probablement la meilleure qu'on ait entendue. Il se trouve que je siège au... C'est vous qui l'a formulé, M. Nidegger. Personne n'a parlé de trottinette jusqu'à maintenant. Vous avez parlé de reconversion dans des choses... Enfin, il se trouve que je siège au conseil d'administration de l'aéroport et que ce dont il s'agit, c'est de tenir le coup jusqu'à ce que cet outil redémarre. Et il redémarrera. Mais les décisions ne viennent pas de... Enfin, c'est hors de la compétence des candidats au Conseil d'État, ni même du Conseil d'État lui-même. Ce qui fait que l'aéroport fonctionne ou ne fonctionne pas, ce sont les règles sanitaires. Les gens qui y travaillent, ils aimeraient avoir votre opinion là-dessus, parce qu'eux, ils vont arriver la fin du mois avec angoisse. Ils aimeraient savoir ce que Yves Nidegger peut faire pour eux. Alors jusqu'à maintenant, leur job est préservé, parce que le conseil d'administration s'est arrangé pour que ça puisse tenir. Pas tous, hein. Il y a des sous-traitants, on pense à Jean Gallet notamment, où il y a une partie des effectifs. Si vous prenez toute la place aéroportuaire, non, parce que ça, c'est pas de la compétence de l'aéroport lui-même de manière directe. Mais juste pour poser le cadre, pour savoir de quoi on parle, il s'agit de décisions prises par des compagnies d'aviation d'opérer certains vols ou de ne pas les opérer en fonction des possibilités de transporter des gens d'un point A à un point B en les débarquant selon les normes sanitaires actuelles. Donc aujourd'hui, l'aéroport, il est sur les genoux, il fonctionne presque pas. Il refonctionnera, il faut simplement maintenir cet outil en état, revoir un peu la voilure, mais l'idée de reconvertir des métiers tout à fait spécifiques en quelque chose d'écologique et de vert, c'est juste comme rien dire du tout. Non, mais on doit aussi essayer de se dire que c'est des employés, vous avez raison, ces témoignages de travail 1 ou 2 jours par mois, ça engendre énormément de souffrance psychologique. Il y a une solution qui existe déjà aujourd'hui, c'est qu'on devrait offrir à toutes ces personnes en RHT, déjà maintenant, de la formation pour celles et ceux qui le souhaitent. Bien évidemment que ça prendra du temps, bien évidemment qu'on peut réfléchir à un redémarrage avec une croissance maîtrisée de l'aéroport. Je pense que la crise est une opportunité de prendre conscience d'un certain nombre de nos comportements et de l'impact que ça a sur le climat. Et les gens vont changer et ont déjà changé de mode de pensée par rapport à ça. Mais maintenant, ces gens-là qui sont en RHT, c'est maintenant qu'on doit les former. C'est pas à la reprise, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an. Et ce sera pas le cas pour tout le monde. On pourra pas reconvertir tout le monde. Mais de leur permettre au moins de diversifier leurs compétences et d'enrichir leur panel professionnel. Aujourd'hui, il y a plein de formations qui sont déjà disponibles à l'Office cantonal de l'emploi. C'est quelque chose qu'on aurait déjà dû mettre en place. Moi, j'aimerais mentionner 2 points. Le premier, c'est que le développement maîtrisé dont parlent M. Nidegger et M. Modet, on le connaît bien, c'est un objectif de 1 vol toutes les 90 secondes à l'horizon 2025. C'est-à-dire une situation absolument intenable pour les riverains. Et aujourd'hui, on voit qu'est-ce que ça a donné de ne pas avoir fait de crash test au moment de faire ces projections, puisque l'aéroport est dans l'état qu'on dit. J'aimerais, le deuxième point, relever aussi le fait que l'aéroport donne des concessions à des entreprises qui se comportent comme des
cow-boys sur le plan des relations de travail. On a aujourd'hui un très grave conflit social à Swissport. On a eu auparavant d'autres conflits sociaux avec Denata, avec Gate Gourmet. On sait très bien que dans ce monde-là, c'est un monde de dumping salarial, c'est un monde de non-respect des conventions collectives. Et de mon point de vue, défendre les salariés de l'aéroport aujourd'hui, c'est aussi défendre le respect des conditions de travail, des salaires et des conventions collectives. Mais on ne peut pas leur expliquer que maintenant, on va viser la décroissance de l'aéroport et en même temps souhaiter lutter contre le dumping salarial. Il y a quelque chose quand même d'extrêmement paradoxal dans les propos. D'ailleurs, c'est ce que les Verts ont déposé 2 textes au Grand Conseil, dont un qui dit on doit lutter contre le dumping salarial et sauver les emplois de l'aéroport, et d'un autre côté pour une décroissance de l'aéroport. Donc je trouve quand même qu'il y a un esprit de contradiction dans ce type de proposition. Et moi, ça m'étonne toujours qu'on puisse vouloir tout et son contraire sans avoir un plan sur le moyen terme. Et voilà donc pour l'aéroport. On va revenir dans un petit instant sur Radio Lac et ONTV et je vous propose d'aller faire la fête. Ah non, on ne peut pas, aux plus grandes dames des étudiants. Restez bien avec nous, on revient dans un instant. L'ultime débat. Faites-vous votre opinion sur Radio Lac et ONTV avec Béatrice Rulle. Restez connectés à Radio Lac. Rejoignez notre page Facebook. Retrouvez nos dernières vidéos et photos. Réagissez sur notre Twitter @radiolac.ch. Écoutez ou réécoutez-nous sur radiolac.ch. Radio Lac, naturellement optimiste. Je suis aquaresponsable. En voiture comme à pied, je jette mes déchets et mes mégots là où il faut. Pas sur la route ni dans les grilles. Elles sont reliées à nos rivières. Adoptons les bons gestes pour protéger l'eau. Plus d'infos sur aumoneau.ge.ch. L'infotrafic avec l'application Taxiphone Genève. Simple et rapide, en un clic, roulez en toute sécurité dans un taxiphone officiel genevois. Du monde sur les quais avec un bouchon qui remonte en ce moment jusqu'au reposoir. Également tout le secteur de la gare avec la rue de la Servette. La redescente vers le pont du Mont-Blanc, c'est coincé. En face, le quai Gustave-Ador aussi. Côté douane, ça roule bien. Le WhatsApp de Radio Lac est toujours à votre disposition. 079 918 3000. Le second tour de l'élection complémentaire, c'est l'ultime débat sur Radio Lac et ONTV. De retour sur Radio Lac et ONTV à 18h21 pour cet ultime débat avec les 4 candidats à cette complémentaire. La verte Fabienne Fischer, l'UDC Yves Nideguer, la PDC Delphine Bachmann et l'indépendant Pierre Maudet. Nous avons été jeunes dans nos jeunes années, nous avons pu profiter de la vie étudiante, boire. Vous êtes toujours jeune, Delphine Bachmann, c'est vrai, vous avez bien de la chance. On peut se considérer comme jeune durant très longtemps d'ailleurs. Et on allait c'est un état d'esprit. Exactement. En tout cas, on pouvait faire la fête, on pouvait sortir, on pouvait en profiter. Cette crise, c'est aussi une crise pour tous ces jeunes qui nous écoutent, qu'ils soient d'ailleurs étudiants. Il n'y a plus de vie étudiante. L'Uni a annoncé ce matin que les examens seraient évidemment en distanciel, selon la formule désormais consacrée, un retour à la normale espéré à l'automne. Et il y a cette grande détresse psychologique à ces jeunes. Yves Nideguer, à qui vous savez si bien parler, qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer, pour leur dire que ça va aller mieux? Qu'il y a quelques politiciens qui exigent que l'on retourne à la normale et qu'on arrête de les mettre en boîte sous toutes sortes de prétextes. En boîte, ils aimeraient bien y être. Ouais, alors en boîte, ils y vont pas, mais ils y sont mis de par la propagande qu'on leur fait. Non, je crois que cette génération d'adultes est particulièrement mauvaise envers la génération d'après, parce qu'on a voulu se protéger, nous les âgés, au prix d'enfermer la génération qui suit. Ce qui, d'un point de vue éthique ou moral, est complètement absurde. On fait la même chose avec la dette. On refuse de payer nous-mêmes des impôts, on endette le canton jusqu'au plafond en comptant sur nos gosses pour rembourser les dettes que nous faisons. Lorsqu'une société en arrive à ne plus avoir la conscience de son futur et à vouloir préserver les restes de son passé, c'est une société morte. Pierre Maudet, ces jeunes qui nous écoutent, vous aussi, vous avez l'impression qu'on est en train de tuer notre jeunesse pour sauver notre vieillesse ? Je partage pour une part le constat qui est fait, mais il faut au bout d'un moment dépasser le constat. Je pense qu'on est à un stade où on va se demander ce qui fait le plus de dégâts. Les dégâts psychologiques, vous parliez des étudiants, mais pas que. J'ai croisé la semaine passée des patrons qui me parlaient d'apprentis qui sont en décrochage, qui vont pas pouvoir finir leur année, avoir de validation, avec tout ce que ça pose comme problème de certification des parcours. Donc on doit avoir un regard beaucoup plus pointu sur la jeunesse en général, et puis proposer, et c'est une des propositions très concrètes que je fais, pour cette jeunesse, c'est terrible. par 20 exemple, ans pour en l'été 2020. à venir, un projet rassembleur. Vous avez dit tout à l'heure, le Covid a commencé avec cet élément marqueur qui était l'annulation du salon de l'auto. C'est le domaine de l'événementiel qui a subi en premier les difficultés. On a parlé de Paléo, on a parlé de toutes ces manifestations, et notamment les manifestations estivales qui n'ont plus lieu.
une proposition que j'ai faite très concrète, c'est de dire du 21 juin au 21 septembre, on organise vraiment, sinon ce sera de façon pataquès au bord du lac, des manifestations avec les milieux culturels qui ne demandent que ça, avec les milieux événementiels et avec les jeunes. J'ai environ une centaine de jeunes qui sont sortis ces dernières années de l'école hôtelière de Genève, qui n'ont pas de boulot, qui ont choisi, et c'était leur droit, la restauration, l'hôtellerie comme secteur d'activité, auquel il faut offrir des perspectives. On peut travailler sur des projets concrets. On a aussi des startups qui font un travail exceptionnel à Genève dans la sécurité, par exemple sur le comptage, la densité des personnes sur une zone. Combiner tout ça pour avoir un projet qui nous entraîne durant l'été, c'est une perspective très concrète que je suggère. Et accessoirement, tout réouvrir. Ça, c'est du domaine du Magic Pass de Madame Bachmann. Ouais. Une petite baguette magique, on en rêve tous. Monsieur Maudet n'était pas encore arrivé, mais oui, Monsieur Nidegger se plaît à faire croire que c'est ce que je dénonçais déjà l'autre jour. En parlant aux jeunes de réouverture, on va faire des rêves parties à la Gravière à 3000. Je crois que c'est juste pas envisageable. Ce qui est envisageable et très concret, c'est un bilan du décrochage. C'est un retour en présentiel, parce que tous les jeunes qui ont décroché, c'est maintenant qu'on doit les remettre dans le système. Quel que soit le risque. Pardon ? Quel que soit le risque, ce retour en présentiel. Le retour en présentiel pour les jeunes, il a été démontré que le Covid était une maladie qui était principalement dangereuse pour les personnes à risque, pour les personnes vulnérables qui sont aujourd'hui vaccinées à Genève. On a aussi la présence d'une immunité collective. Il y a les masques, il y a les mesures de distanciation sociale. Et on se rend compte quand même que dans les écoles, on n'arrive pas à garder tout le monde au même niveau avec de la visioconférence depuis une année. Ouvrir. Donc c'est pas la question. Là-dessus, il faut juste oser le dire. Mais c'est pas la question seulement de la réouverture. Rouvrir, ça veut tout et rien dire. Ça dépend des conditions. Je suis en faveur d'un retour en présentiel des étudiants dans les universités et les hautes écoles pour qu'ils puissent retrouver, le lien social, et puis 2, pouvoir tout de suite détecter celles et ceux qui auraient décroché. Ça me paraît aujourd'hui une évidence. Le bilan du décrochage, il va se servir à rien. On ne peut pas faire des task force et des bilans. Là, il y a des gens concrètement qui n'ont plus de place d'apprentissage. C'est juste, il y en a qui ont perdu leur place d'apprentissage. Et ça, c'est tout de suite. Mais il y a aussi vous allez avoir une série de faillites, et plus vous aurez de faillites, moins vous auriez d'entreprises formatrices. Il faut arrêter la casse. Il y a aussi des domaines aujourd'hui qui justifient que l'on brime la société comme on le fait. Il n'y a pas de vague de malades dans les hôpitaux, il n'y a pas de vague de mortalité, il n'y a rien de tout ça. On va dire qu'il n'y a pas de vague de mortalité, une idée gare. Non, en ce moment, il n'y a pas de vague de mortalité particulière. Il y a juste une mauvaise habitude paranoïaque des pouvoirs publics qui n'arrivent plus à redonner du lest, parce qu'ils ont tellement longtemps réprimé tout le monde que s'ils admettaient aujourd'hui qu'au fond, on pourrait se passer de ces mesures absurdes, ça serait reconnaître qu'on aurait pu aussi s'en passer avant. Mais Genève a une Health Valley qui est incroyable. Donc de dire qu'il y a des apprentis qui perdent leur place de travail, c'est juste. Mais ça ne veut pas dire qu'à Genève, cette crise n'a pas ouvert des opportunités, des nouveaux marchés, des nouveaux développements possibles. Donc il faut qu'on puisse remettre ces apprentis dans le système à un moment donné. Je ne dis pas que ce sera facile, mais on doit travailler avec les milieux économiques, avec les entreprises concernées, pour voir comment est-ce qu'on peut remettre ces jeunes dans le système pour leur donner une perspective. Il y a toute une série de mesures. Il y a toute une série de mesures très concrètes et très immédiates à prendre, en effet, pour éviter une grande vague. Alors là, ce sera vraiment une grosse vague de décrochage scolaire ou de décrochage de jeunes en formation. Parmi lesquels, effectivement, je pense qu'on pourrait entrer dans des propositions nuancées, comme par exemple permettre le présentiel pour les étudiants ou les jeunes en formation de première année, qui aujourd'hui n'ont pas encore pu entrer concrètement en présence. Et la perspective pour les enfants de Delphine Bachmann, c'est quoi là ? Attendez, là vous nous demandez les mesures immédiates. Les enfants de Delphine Bachmann, ils iront aller étudier un peu plus tard, je crois, d'après ce que j'ai compris. Non, c'est réouvrir effectivement, en tout cas pour certaines catégories d'étudiants, offrir des supports en présentiel avec les enseignants ou avec des étudiants plus âgés. Ouvrir les bibliothèques pour que tous les jeunes qui ne peuvent pas travailler chez eux parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour qu'ils puissent le faire dans de bonnes conditions, puissent aller travailler et préparer leurs examens. Je pense encore à tous les jeunes, et c'est souvent dramatique, qui ont perdu leur job d'étudiant, qui est un job d'appoint, qui apporte des ressources souvent indispensables dans des familles modestes, et qui nous oblige à nous poser sérieusement la question de savoir s'il faut envisager une aide spécifique Covid pour les jeunes en formation qui ne peuvent plus avoir ces jobs d'appoint qui leur permettent de continuer leurs études. Et puis cette aide
pour les jeunes en formation pourrait d'ailleurs être un peu étendue pendant quelques mois pour la recherche du premier emploi, jusqu'à ce que ce soit effectivement possible. Et donc, avec l'accumulation d'un certain nombre de mesures toutes simples, concrètes, et encore des facilitations sur la manière dont les examens sont préparés, la possibilité de faire une 3e tentative, enfin bref, ce genre de choses, de manière à vraiment prendre une série de mesures qui permettent de garantir la poursuite de la formation, la sortie certifiée et la recherche du premier emploi. Surtout la langue de bois. Tant que je vous ai, Fabienne Fischer, je vais vous poser aussi la question, quelle est la qualité que vous enviez à Pierre Maudet depuis que vous le connaissez là maintenant ? Je ne peux pas envier la mauvaise foi et donc je donne ma langue au chat. Voilà, ça c'est dit. Alors, on va s'intéresser à cette image extrêmement forte qui a marqué le monde entier et qu'on a d'ailleurs tous encore en tête. C'était il y a quasiment un an, c'était au Vernet. C'était cette file de personnes qui avaient besoin d'aide dans ces colis alimentaires, etc. Et ce qui était particulièrement marquant, c'est que c'était finalement une initiative d'association à l'époque, pas vraiment de l'État. On avait presque l'impression que l'État avait failli sur la question. Comment l'État peut être au chevet de ces personnes, peut être présent, ces personnes qui existent toujours, qui sont toujours là, peut-être qu'elles font moins la une des journaux et de la télévision, mais elles sont toujours là. Comment est-ce qu'on fait pour aider ces personnes, Pierre Maudet ? Eh bien, toute bonne foi. On ne bascule pas naturellement, toujours en toute bonne foi. On ne bascule pas dans un système de charité, mais on constate, et c'était le constat fait par Madame Fischer l'autre jour dans un débat à la tribune de Genève, que l'État n'a sans doute pas été à la hauteur. L'État qui est pourtant doté Vous reconnaissez de avoir failli ? Je pense que dans cette question spécifique de la crise sociale, oui, le fait qu'émerge cette population qu'on connaît, je la connais bien pour avoir, à travers l'opération Papyrus, proposé des mesures très concrètes sur une partie d'entre elles, mais à travers le SPI général, à travers les services sociaux, puis c'est Madame Fischer qui le disait l'autre jour, je pense que l'État n'était effectivement pas à la hauteur. Alors la solution, c'est quoi ? C'est à mon avis pas, et là on ne sera pas d'accord, de déléguer à des associations le soin de verser les sommes. Ça, pour moi, c'est la charité. La réponse à ça, dans le domaine social, c'est un renforcement des assurances sociales. C'est tout le travail qui a été en bonne partie fait, il faut le souligner, sur les indépendants, sur les petits commerçants. C'est restituer de la dignité aux gens en leur donnant du travail. C'est ça qui est essentiel. Delphine Bachmann. Alors c'est vrai, on ne sera pas d'accord sur le sujet puisque le PDC a soutenu un projet de 12 millions récemment au Grand Conseil qui permettait aux associations de terrain de délivrer des aides, puisqu'il faut le reconnaître, l'État n'a pas fonctionné. Ce qu'on a été capable de faire pour la santé, c'est-à-dire de créer un seul grand hôpital, on n'a pas été capable de le faire sur le plan du social. Donc l'Hospice général a continué à délivrer des rentes. C'est le Magic Pass du social ? Non, alors c'est pas le Magic Pass du social, je trouve que le terme en plus ne serait pas forcément très adapté, mais on doit mieux s'appuyer sur ce principe de subsidiarité. Parce que la réforme de la l'IASI, elle sera nécessaire sur le long terme, puisqu'on voit que l'État manque d'agilité, manque de souplesse dans sa capacité à délivrer des aides. On ne peut pas faire une révision annuelle des demandes d'aide. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont tout perdu en une semaine. Donc, moi, je mise sur ce principe de subsidiarité, de pouvoir s'appuyer sur ses compétences de terrain pour pouvoir venir en aide à la population. Mais je regrette que l'État n'ait pas eu cette agilité, cette souplesse. Oui. La LIASI, on va préciser que c'est la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle. Thierry Apotello réfléchit actuellement à une réforme de la LIASI, notamment rehausser les barèmes de l'aide financière, jugée trop bas, en finir avec l'obsession du retour à l'emploi à tout prix, en valorisant l'accompagnement des personnes. Bref, Yves Dideguer, donner plus de temps à ces chômeurs. C'est fini la chasse aux chômeurs en temps de crise. En ce moment, le problème, c'est pas le chômage. Les gens sont interdits de travailler. L'histoire de renforcer les assurances sociales, telles que proposées par M. Maudet, pour des gens dont on suppose qu'ils faisaient la queue parce que précisément ils n'émargeaient pas aux assurances sociales du fait qu'ils sont clandestins. Grâce à l'appel d'air que ce blanchiment de clandestins voulu par M. Maudet pour s'assurer des voix à gauche, ce qui probablement va marcher assez bien, a permis de faire à Genève. Et puis, cette image qu'on a présentée, c'est quand même de la mise en scène. On a une queue... C'est de la mise en scène des personnes qui sont au Vernet. Je ne pense pas qu'on fait 3 heures de queue pour un sac cornet à 20 francs pour la mise en scène. La phrase, comme vous la présentez, 3 heures de queue, c'est évidemment faux. Il y avait des queues, elles faisaient à peu près 50 mètres. Et je vous rappelle qu'à la même époque... on n'a pas dû voir les mêmes images. Et puis surtout, moi qui étais à la reprise au Vernet, je peux vous dire que les queues dépassaient largement les 50 mètres. Je vous rappelle qu'à la même époque, tout le monde faisait des queues de plus de 50 mètres pour pouvoir payer aux caisses des Migros et des Coop parce qu'on entrait au compte-gouttes et qu'il y avait des temps d'attente à l'entrée. Vous êtes quand même en train de comparer des gens qui peuvent payer Je suis en train de comparer des choses comparables. On a pris une image, on a dit regardez l'horreur, voilà des gens qui attendent pour pouvoir recevoir de la nourriture gratuitement. Dans le même temps, nous étions tous en train d'attendre 20 minutes avant d'entrer dans la Migros
30 minutes pour passer à la caisse, pour payer nos besoins. Donc, mais Monsieur Nidegger, on est bien d'accord que ce n'est pas le temps d'attente le problème, c'est le besoin et la détresse des gens qui n'ont pas de quoi nourrir leur famille. Ça, c'est l'image que vous voulez donner, qu'il s'agissait que de gens qui n'avaient pas de quoi nourrir leur famille, alors qu'on distribue de la nourriture gratuite et que ça peut intéresser à peu près tout le monde. Et vous en avez fait une question sociale et une faillite de l'État. J'y étais, j'ai vu les gens qui étaient là. J'y étais deux matinées, j'ai enregistré les gens qui étaient là, j'ai vu leur statut social et je dois vous dire que ce n'est pas du tout ce que vous décrivez. Très bien. L'État a failli complètement en interdisant aux gens de travailler. C'est ça la faillite de l'État, c'est l'incapacité à prévoir. La seule chose qui compte pour un État lorsqu'on est en situation de crise, c'est d'assurer l'approvisionnement. Alors quand il fallait des masques, il n'y en avait pas, les tests, on n'en avait pas non plus. Aujourd'hui, les vaccins, nous ne les avons pas. Et l'État qui a complètement... Pardon ? Je suis plus sûr de bien vous suivre, on en était à la discussion. Je dis que le rôle de l'État en cas de crise, c'est d'assurer l'approvisionnement, quel que soit le type de crise. L'État a failli là. Et ensuite, il s'est vengé en interdisant aux gens de travailler. Et ensuite, on s'étonne que ça puisse provoquer des difficultés sociales. Maintenant, l'idée de prendre cette queue de personnes prétendument clandestines, prétendument... Non, c'était beaucoup de Suisses, de gens avec des permis, sans revenus, des clandestins, ou minoritairement en tout cas. Tout le monde la faisait. C'est une façon de mettre en scène une situation qui n'est pas honnête. Alors qu'il n'y a pas de problème de pauvreté. Il y a eu quand même une récupération effectivement politique de celles et ceux qui sont allés prendre des selfies devant les queues. Ça, je dois donner raison à Monsieur Nidegger. La réalité maintenant, et c'est la réalité d'aujourd'hui qui nous intéresse, c'est de savoir qui sont celles et ceux qui réellement n'ont pas accès, qui n'ont pas la capacité de subvenir aux moyens de leur famille. Et là, je suis navré de le dire, mais il y a beaucoup de Suissesses et de Suisses, de résidents, de gens installés de longue date qui sont passés en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est là la vraie préoccupation qu'on doit avoir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là ? Comment est-ce que... Je pense que ce n'est pas les associations qui vont donner des réponses. Je vous donne... Bien en face du micro, juste Pierre Mellet. Sur le fait qu'il y avait une solution d'urgence, qu'on a essayé de parer au plus pressé. Là, il y a des services qui existent, le SPI général, des services sociaux. Et c'est là-dessus, alors Mme Fischer, encore une fois, était très critique par rapport au travail de M. Apotello l'autre jour dans la tribune. Mais c'est là-dessus qu'on ne peut pas... Ça, c'est de la bonne foi. On ne peut pas en rester à des groupes de travail, à des réflexions sur la LIASI, à des task force. C'est de l'action immédiate qu'il faut. Oui, ben moi j'étais pas plus tard qu'hier soir au sleep-in de la Servette et pas plus tard qu'aujourd'hui à midi dans la cuisine qui produit les repas pour ces sleep-in ou pour d'autres associations. Je peux vous dire que les associations qui se sont mobilisées au mois d'avril pour faire ces distributions de nourriture, elles sont toujours actives sur le terrain. Le travail des bénévoles est magnifique. Et pourquoi est-ce qu'ils sont là ? C'est parce qu'il y a toujours les mêmes besoins, des sans-abri, des personnes qui n'ont aucune ressource, et il ne s'agit pas de clandestins, de gens qui sont là sans statut, mais il s'agit de familles, il s'agit de femmes avec enfants qui n'ont pas ni où se loger, ni de quoi se nourrir, et à qui il faut aujourd'hui, grâce à la solidarité citoyenne de bénévoles qui témoignent d'un engagement extraordinaire, eh bien c'est eux qui répondent à ces questions. Et au-delà de la question du statut, nous sommes dans un des pays les plus riches du monde, et on est aussi en train de parler, mais si c'est des clandestins, mais si c'est des gens illégaux, mais si c'est des Suisses et des Suissesses. Moi, ce que je vois juste, c'est qu'il y a des gens qui n'avaient pas de quoi manger à la fin du mois dans un des pays les plus riches du monde, et on avait le devoir de répondre à ce besoin. Et je pense que nous devons tirer des enseignements à plus long terme, parce qu'on se rend compte aussi de la fragilité de certains statuts. On pense aux intermittents du spectacle, on pense aux acteurs culturels qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans revenus. On pensait que ça a duré un temps, ça dure de plus en plus longtemps. Ça veut dire qu'il faut changer leur statut, réformer ça ? Oui, bien sûr, je pense que sur le long terme, il faut réformer leur statut pour qu'ils aient cette sécurité. Si vous prenez d'ailleurs les demandes d'aide, vous devez maintenant faire un bilan sur ce que vous avez touché les 12 derniers mois. Quand vous êtes artiste et que vous n'avez pas touché un cachet les 12 derniers mois, vous faites comment ? Donc on est dans l'urgence en train de pallier au manquement du système et de ses statuts, mais à moyen terme, il faut bien évidemment saisir ça comme une opportunité de le réformer, parce que si malheureusement nous sommes reconfrontés à ce type de situation, la sécurité, elle existe, le filet de sécurité existe pour toutes les personnes. Car Genève, c'est aussi ça, un visage de la pauvreté qu'on n'avait peut-être pas envie de voir. On revient dans un instant sur Radio Lac et One TV avec la suite du débat entre les cotes candidats au Conseil d'État, et on va s'intéresser au financement de ces mesures, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Restez bien avec nous sur Radio Lac et One TV, 18h38. L'ultime débat. Faites-vous votre opinion sur Radio Lac et One TV avec Béatrice Rulle. Avec Radio Lac, restez connectés à l'actu genevoise. Suivez-nous sur Instagram. Les dernières infos, nouveautés, analyses. Tout savoir sur l'actualité sans fake news, c'est sur Radio Lac et Instagram.
Retrouvez tous les jours une nouvelle offre de Pâques chez Coop. Demain, 50% de moins sur tous les produits Nivea à partir de 2 au choix. Chez Coop, pour moi et pour toi. Technologie de pointe, efficience, confort, électrification, nous avons votre Citroën. Rabais jusqu'à 32% selon le modèle choisi. Citroën Émile Frey Automobile Genève, votre agent Citroën. Mon papa, il est aqua-responsable. Il a arrêté d'utiliser des produits chimiques dans notre jardin. Parce que jardiner sans pesticides, ça évite d'intoxiquer les poissons. Adoptons les bons gestes pour protéger l'eau. Plus d'infos sur aumoneau.ge.ch. PMU, on parie que vous allez gagner. PMU. Ce n'est pas compliqué pour remporter des cadeaux. Vous allez sur radiolac.ch, vous cliquez sur le cheval qui se trouve sur la page d'accueil et il vous suffit ensuite de faire vos propres pronostics pour les prochaines courses du PMU. 24 heures sur 24, vous allez jouer pour la prochaine course. Ensuite, il faut être au plus proche de l'arrivée finale. Même si vous n'avez pas le tiercé dans l'ordre, ce n'est pas grave. Car au plus proche de l'arrivée finale, vous allez quand même remporter des bons à faire valoir sur le site de la Loterie Romande. Des bons qui vont partir dans le canton de Vaud, à Glanges et Sébastien. Bravo à vous Sébastien de Gland. Les bons sur le site de la Loterie Romande, c'est pour vous. Pour tous les autres, on ne perd pas de temps. Radiolac.ch. PMU, on parie que vous allez gagner. L'élection au Conseil d'État de Genève, c'est l'ultime débat sur Radiolac et One TV. Avec toujours les 4 candidats, cette complémentaire qui débattent sur Radiolac et One TV pour vous convaincre, puisque l'élection c'est dimanche. Avec nous évidemment la verte Fabienne Fischer, l'UDC Yves Nidegger, la PDC Delphine Bachmann et l'indépendant Pierre Maudet. On a vu dans la première partie de ce débat les différentes mesures que vous souhaitez mettre en place pour soutenir cette économie, la relancer, des mesures qui ont bien évidemment un coût. Le problème c'est que l'argent à Genève se fait rare, il en manque. On a quand même une dette du canton, je regarde bien parce que le chiffre peut faire peur, 12 milliards 800 millions de dettes. On fait quoi, Fabienne Fischer? On laisse filer la dette et ce sont nos enfants qui devront les payer? Écoutez, j'ai été regarder d'un peu plus près combien coûterait l'indemnisation à 100% des personnes en RHT. Si on prend un revenu de 6 000 francs mensuels, l'indemnisation pendant une année d'une personne sur le 20% de revenus qui lui manque, ça représente 14 400 francs par année. Le coût d'un dossier social moyen annuel à l'aide à l'hospice général, on tourne autour de 27 600 francs. Donc, je pense que ces chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est beaucoup plus onéreux de laisser les gens perdre leur emploi, les entreprises partir à la faillite, les gens être expulsés de leurs locaux d'activité ou de leur logement. Ce sera beaucoup plus onéreux de devoir ensuite prendre en charge l'aide sociale qu'aujourd'hui donner les moyens aux indépendants, aux salariés qui n'ont pas la totalité de leurs revenus, de compléter pour que la société, l'activité puisse continuer à tourner. Pierre Maudet, est-ce qu'on laisse filer cette dette? Non. Bien sûr que non, et je l'ai dit à plusieurs reprises, depuis 2 ans, en tout cas à la faveur des budgets cantonaux, il y a des arbitrages à faire. Il y a des arbitrages à faire parce qu'il y a aujourd'hui, dans une période de crise, la nécessité d'orienter l'action de l'État de façon efficiente sur la situation sanitaire, économique et sociale, et peut-être de laisser de côté un certain nombre d'activités, de réorienter, de réallouer du personnel. On a un rapport du service d'audit interne qui a démontré qu'il y avait eu jusqu'à 4% du personnel de l'État qui, au moment de la crise, du pic du printemps et de l'été passé, s'est trouvé désœuvré et qu'on aurait pu avantageusement réorienter sur un renforcement de l'Office cantonal de l'emploi, un renforcement des offices qui distribuent les aides. Donc on manque d'agilité, on manque de souplesse. Mais c'est pas ça qui va réduire la dette. Pardon ? C'est pas ça qui va réduire la dette. Si, ça va réduire la dette précisément parce qu'il y a 2 façons de réduire la dette, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est d'agir sur le budget de fonctionnement, c'est de gagner en efficience. La mauvaise, c'est de ne pas investir de façon anticyclique en période difficile. Investir de façon anticyclique, c'est par exemple consacrer les 600 à 700 millions par année qu'on met sur des achats de véhicules, de bâtiments, de biens, services et marchandises sur les entreprises locales. C'est ce que je défends à la faveur d'une adaptation des marchés publics, donc faire en sorte qu'on puisse orienter une partie de ces sommes beaucoup plus sur les petites entreprises. Ça, c'est pas de la dette qui coûte, c'est de la dette qui rapporte. En revanche, continuer dans le ménage de l'État de dépenser des sommes parfois extrêmement importantes pour des services administratifs, et Dieu sait si l'administration, on en a fait la démonstration dans cette crise, elle est parfois lourde, on peut simplifier, on peut alléger. Donc c'est ces éléments-là sur lesquels il faut faire la balance. Delphine Bachmann, c'est un peu la faute des fonctionnaires ?
Je ne crois pas que ce soit la faute des fonctionnaires, ça en aucun cas. C'est pas comme ça, c'est pas en faisant peser quoi que ce soit sur les fonctionnaires qu'on parviendra à gérer la dette. Maintenant, c'est vrai, les investissements doivent être maintenus. Il y a jusqu'en 2024 à peu près 800 millions qui sont prévus, c'est bien. Ça fera travailler nos entreprises. Ça permettra cette relance économique que l'on attend. Il n'y a pas 10 000 façons si vous voulez toucher au fonctionnement et à ce qui rentre chaque année. Soit vous montez les impôts, soit vous réduisez les dépenses. Est-ce qu'on augmente les impôts ? Non, on n'augmente pas les impôts. Le cadre fiscal vient d'être cadré par la RFFA pour les entreprises. Je crois que nos entreprises ont tous sauf besoin d'une hausse d'impôts ou d'une remise en question de ce cadre à l'heure actuelle. Cette sécurité, on doit la leur laisser. On ne doit pas augmenter non plus la fiscalité, particulièrement de la classe moyenne et des familles, qui sont déjà... en permanence étouffés par les charges. Et puis, alors, on doit agir, par contre, au niveau du fonctionnement de l'État. C'est vrai, on ne doit pas abandonner cette réflexion parce qu'on est en période de crise. Alors, bien sûr, il faut plus d'agilité, plus de souplesse, éviter ce travail en silo dans les départements et réallouer les ressources quand on le peut. Alors, un policier ne va pas devenir infirmière du jour au lendemain, mais si on pense à la question de l'hôpital, et moi j'ai vécu cette crise sur le terrain dans le domaine de la santé, si on pense à la question de l'hôpital, aujourd'hui, une infirmière passe plus de temps derrière un ordinateur qu'auprès de ses patients. C'est pas normal. C'est pas normal de faire peser autant de charges administratives. Donc, on doit partir des besoins, on doit allouer les prestations, on doit pouvoir allouer les prestations qui sont en fait le cœur de métier de ces institutions, la sécurité donc des policiers, la santé donc du personnel soignant, mais le millefeuille administratif peut probablement beaucoup être réduit et on peut gagner en efficacité. Ça, j'en suis convaincue, sans toucher à la qualité des prestations, parce qu'il y a une chose qui est bien réelle, c'est que plus de postes ne signifie pas forcément plus de prestations ou de meilleures prestations. Juste une chose, parce qu'on a des réactions par WhatsApp 079 91 8 3000, je le rappelle, n'hésitez pas, ou par Twitter, mot-clé ultime débat RL. Fabienne Fischer, c'est une question qui vous est directement adressée, qui dit: j'ai entendu parler d'initiative de la gauche pour taxer les fortunes de plus de 3 millions, êtes-vous d'accord ? Oui, je pense que l'effort de solidarité auquel toute la société genevoise doit faire face aujourd'hui peut justifier une augmentation temporaire de l'impôt sur la fortune. Il s'agit de taxer des très grosses fortunes, puisqu'on est au-delà de 3,5 millions de fortunes nettes, c'est-à-dire après toutes les déductions. Aujourd'hui, le Grand Conseil, dans sa majorité, a par exemple envisagé a décidé de supprimer une annuité aux fonctionnaires, ce qui représente un effort extrêmement important en termes de revenus pour les fonctionnaires. Je pense qu'on peut tout à fait envisager, en contrepartie, un effort supplémentaire temporaire pour les grosses fortunes. Donc on ne réfléchit pas au fonctionnement et puis on fait payer toujours les mêmes qui payent déjà en fait par ailleurs, plus cher à Genève par rapport aux autres cantons de Suisse. Il faut aujourd'hui, si on veut avoir une vision d'avenir pour Genève, il faut un Green New Deal qui soit absolument déterminé et conséquent. C'est-à-dire qu'on fasse des dépenses d'investissement avec les emprunts qui correspondent, pour permettre de créer des emplois, et je redis, des emplois socialement utiles et des emplois favorables au climat. Et ce Green New Deal, il doit mettre ensemble tous les partenaires sociaux, aussi bien les entreprises, leurs représentants, que les syndicats, pour trouver ensemble le moyen de réorienter notre économie qui est aujourd'hui beaucoup trop financiarisée, qui fait que les emplois sont des emplois volatiles, et faire des emplois qui ne soient pas délocalisables parce qu'ils seront ancrés dans le territoire, dans des circuits courts. Alors oui, ce Green New Deal, il doit être fait, on doit décider les investissements nécessaires pour le réaliser, et c'est comme ça aujourd'hui qu'on arrivera à sortir de la situation. Yves Deguerre, augmenter les impôts, ça vous parle ? Oui, ça me parle. On est déjà le canton qui taxe le plus sa population locale, presque le plus haut taux de Suisse. Notre problème n'est pas un problème de recettes. Si vous comptez les francs et les centimes, quoi qu'on en dise à gauche, ils n'ont cessé d'augmenter jusqu'en l'an 2000, année après année après année. Le problème est un pur problème de dépenses qui sont tout simplement excessives, avec une fonction publique obèse. Plus de gens sur l'opérationnel, moins dans l'administratif, c'est quelque chose dont on parle depuis 15 ans. Madame Bachmann, vous étiez peut-être pas encore né en politique, mais c'était déjà un mantra de tout le monde. Et moi, je suis de ceux qui regrettent tellement que M. Maudet... Ça fait si longtemps que vous êtes là, vous aviez eu l'occasion de changer les choses ? J'étais pas au gouvernement, chère madame, j'étais à Berne. Okay. Je suis de ceux qui regrettent amèrement que M. Maudet n'ait jamais eu la chance d'exercer le pouvoir au Conseil d'État, parce que beaucoup des propositions qu'il fait aujourd'hui, j'y adhère complètement. Simplement, on a chaque année engagé
de ces fonctionnaires supplémentaires, augmenter les effectifs année après année après année après année. Donc tout ce que raconte M. Baudet est très bien pour la campagne, est absolument jamais mis en pratique. Nous avons maintenant le bilan de M. Baudet, il est assez simple à concevoir puisqu'il a été aux affaires pendant 10 ans dans ce Conseil d'État. Donc s'il y a quelqu'un parmi nous dont on peut juger de l'action, c'est bien de lui. Donc nous avons cette immense chance d'avoir ces cohortes très nombreuses de boomers qui sont encore pas tous partis à la retraite, mais qui chaque année partent à la retraite. Ce sont des cohortes plus nombreuses que les générations qui leur font suite, et par conséquent l'occasion de ne pas réengager, ce qui n'a jamais été fait sous M. Baudet. On a toujours réengagé plus de gens année après année après année après année. C'est-à-dire que non seulement on a réengagé ceux qui partaient, parce que les baby boomers partent à la retraite depuis maintenant 7 ou 8 ans, mais on en a réengagé encore plus. Avec ce moyen, vous êtes ensuite obligé de réallouer vos forces, d'aller chercher la personne que vous ne réengagez pas ailleurs dans le service, si c'est pas possible ailleurs dans le département, si c'est pas possible dans l'autre département. Mais vous arriverez, le gros poste, si vous regardez les postes de dépenses, c'est les salaires de la fonction publique. Le second, ce sont les subventions, qui sont beaucoup des salaires pour des actions para-étatiques. C'est l'État qui suce les ressources vives de ce canton, qui l'endette, qui appauvrissent nos enfants pour demain. Et c'est donc l'État qui est responsable de cette crise qui n'est pas celle des recettes, encore une fois, mais qui est simplement le clientélisme absolu. Il faut satisfaire tout le monde, on n'a plus aucune priorité et on dépense chaque année plus. Pierre Baudet, répondez. Je remercie Yves Niléguer de souligner le bilan, c'est le lieu de le rappeler, le bilan notamment sécuritaire du canton. Souvenons-nous où nous en étions il y a 10 ans avec les phénomènes de bon taux, de criminalité importée. Alors j'assume totalement d'avoir proposé au Parlement, et c'est lui qui l'a voté au final, y compris avec les gens de l'UDC, des effectifs supplémentaires dans le domaine policier. J'assume aussi, c'est le lieu de le rappeler, le fait d'avoir diminué de plus de 20% les effectifs dans le domaine de l'informatique, tout en maintenant, voire en augmentant encore la qualité des prestations. Donc c'est possible si on veut, mais le problème fondamental qu'on a aujourd'hui, c'est le fonctionnement en silo et l'incapacité d'avoir des prestations où l'on fait aussi confiance un peu à ces fonctionnaires. On a une multiplication de contrôles, on a quasiment un contrôleur ou un administratif sur l'épaule de chaque fonctionnaire en charge d'une prestation de vous faites terrain. Confiance, vous, à vos fonctionnaires? Dit tout à l'heure, absolument. Ceux qui sont à votre charge, vous voyez du jour. Aux fonctionnaires de terrain. Et je le redis ici, et d'ailleurs l'UDC l'avait soutenu, si on n'avait pas engagé ces policiers, on n'en serait pas dans la situation que l'on connaît aujourd'hui, qui malheureusement se détériore de nouveau un petit peu dans le domaine de la sécurité. Donc je l'assume. Nous sommes ici aussi parce que vous, Pierre Baudet, vous avez décidé de démissionner suite à votre mise à l'écart du Conseil d'État pour la gestion de votre département, une crise institutionnelle, il n'y a pas d'autre terme au sein même de ce gouvernement. Dimanche, il y a cette élection, l'un de vous 4 entrera au Conseil d'État. Vous, Pierre Baudet, vous voulez vraiment nous faire croire que tout sera oublié dimanche si vous êtes réélu? Non, je ne pense pas. Je veux ici, à travers cette campagne électorale, rappeler que c'est le peuple au final qui décide, qu'il ne peut pas y avoir tout d'un coup 6 personnes qui décident de contester sa légitimité à un 7e qui est élu. Que dans les circonstances que l'on connaît aujourd'hui, les circonstances de crise, il s'agit, et c'est la question qui est posée aux Genevoises et aux Genevois, de savoir qui est-ce qu'on désigne, capable, concrètement, cas échéant en s'affranchissant un petit peu des dogmatismes qu'on connaît dans notre canton, de mettre sur pied un plan de relance et de l'exécuter au niveau économique. C'est ça la question. Vous êtes quand même d'accord que si vous ne nous entendez pas, ça pose un problème? Précisément, je pense que c'est l'occasion de demander au peuple ce qu'il entend, et moi je me fie à l'avis du peuple. Donc je me réjouis effectivement de dimanche de savoir quelle est l'indication qu'il va donner. Je pense qu'il ne faut pas craindre l'avis du peuple. Yves Niléguer, vous êtes l'as des caricatures. Vous voyez travailler, j'utilise le terme, avec Mao Poggia ou Serge Dalbouchon dans le futur? Je suis en désaccord extrêmement profond avec tous les deux, et d'ailleurs avec pas mal d'autres politiques. Mais j'appartiens à un parti d'opposition, c'est donc un peu dans mon ADN que d'être dans l'opposition. Contrairement à ce monsieur Baudet qui est devenu le centre d'un psychodrame toxique et qui jouit de la détestation unanime de ses collègues, moi je ne déteste personne, mais je suis en désaccord. Et lorsque on a une crise comme celle d'aujourd'hui, on a évidemment quelque chose de grave et de regrettable, mais on a aussi l'idéogramme chinois pour dire crise, c'est 2 signes, un qui dit danger, l'autre qui dit chance. On a aussi une possibilité de changer de cap que jamais on n'aurait pu avoir autrement. Parce que lorsque vous êtes contre le mur, lorsque votre économie est en morceaux, vous êtes
vous avez la tâche un peu plus facile pour reconnaître que certains caps ont peut-être été fixés de manière un peu légère, voire idiote. Je pense au transport, je pense à la dette, bien sûr, je pense au taux de chômage, parce qu'on refuse d'utiliser la frontière pour protéger la population dont on a la responsabilité sociale. Vous verriez à quel département, vous ? Un peu à tous. J'adorerais... Il faut choisir un. Si je pouvais être à justice et police, ce serait parfait, parce que je pourrais annoncer que dès demain, les restaurateurs qui ouvrent ne seront pas harcelés par la cavalerie, que dès demain, les scooters qui roulent dans les voies de bus, pour autant qu'ils respectent la priorité des usagers prioritaires, que sont les TPG, ne seront pas harcelés par la cavalerie non plus, qu'il en ira de même de l'usage par les mêmes 2 roues motorisées des pistes cyclables qui n'ont pas été taillées en dimension pour des vélos. Elles sont on a compris la dictature généralisée qu'on vit bien évidemment à Genève, tout le monde le sait. Voilà, et il suffit d'arrêter de réprimer pour que la vie redevienne normale. L'État... C'est un petit côté de Che Guevara, en fait. L'État a été toxique depuis une année. Il va rejoindre Extinction Rebellion. On arrive... Dans le climat, c'est sa prochaine étape. Mais surtout, on se réjouit que toutes les personnes sans statut légal puissent dormir sur leurs 2 oreilles à Genève. Non, moi, j'en suis ravie, en tout cas. Je vous approuverai dans cette direction. Je suis pour le respect du droit. Je considère simplement que l'État a échoué dans sa mission de protéger sa population, qu'il l'a appauvrie de manière stupide. Qui casse paye. Il y aura évidemment... C'est pas juste de payer des salaires ou d'aider à payer des loyers. Ce sont des business entiers qui ont été détruits. Et lorsque vous expropriez quelqu'un pour construire une route, vous l'indemnisez complètement. Si vous avez détruit l'entreprise de quelqu'un, vous ne payez pas juste à sa place une partie des salaires, ou vous les je vais devoir vous interrompre parce que vous êtes en train d'exploser tous nos compteurs dans votre révolution. Et c'est ce qui va arriver à l'État demain. Fabienne Fischer vont l'attaquer en justice. Vous êtes au Conseil d'État, Fabienne Fischer, une nouvelle verte. Est-ce qu'on doit s'attendre à une taxe poubelle ? On a beaucoup de questions là-dessus. La taxe poubelle, la taxe. Ah oui, mais d'ailleurs, Monsieur Maudet l'a soutenu en son temps, bien qu'il ne l'ait pas rappelé alors qu'il essayait de me faire dire que j'étais favorable. La taxe poubelle, pour moi, c'était pas une question... C'était pour les poubelles jaunes, j'étais pour la diminution de la fiscalité s'il y avait une taxe poubelle qui était introduite. C'est une question centrale dans les problématiques de gestion des déchets. On a des déchets qui sont bien juste plus pour répondre bien concrètement à la question. Si vous étiez pour ou contre. C'est 078 91 3000. On a beaucoup de WhatsApp. C'est pour ça que j'insiste. Fabienne Fischer, oui ou non la taxe poubelle, tout simplement. Alors, ça doit se discuter dans le cadre d'un plan général de gestion des déchets. Je crois que ça n'a aucune importance. Comme la vaccination. Pour les gens qui nous écoutent, apparemment, ça, on aura compris que ça vous est compliqué de répondre à cette question. Non, pas du tout. Je crois que ça n'a aucune importance et que plus on triera nos déchets, moins si la taxe poubelle qui existe partout en Suisse doit être introduite à Genève, je pense qu'il y a contraindre ou convaincre, c'est ça la question. Rien de dramatique. C'est ça la question. Delphine Blackman. C'est dramatique au niveau social, je m'excuse. Delphine Blackman, vous voyez où, vous, si vous êtes au Conseil d'État ? Alors, je me vois dans n'importe quel département. Je crois que la capacité, quand on est au Conseil d'État d'un exécutif, c'est savoir gouverner, savoir avoir un projet, savoir mener aussi des équipes, gérer un département. Qui arrive et qui alors, je suis pas vraiment la petite nouvelle. J'ai 50 parlements, je connais chacun des conseillers d'État. J'ai des groupes parlementaires sur lesquels m'appuyer le cas échéant. Je soulignerais simplement peut-être que Monsieur Maudet se décrit un peu comme l'homme providentiel qui sauvera l'économie. Ça en dit long sur ce qu'il pense de ce que fait sa collègue aujourd'hui, Nathalie Fontanet, que j'estime en l'occurrence une bonne politique pour la reprise des entreprises. Donc il faut peut-être pas oublier que c'est pas un homme seul qui sauvera l'économie genevoise, mais c'est aussi un collège qui est capable de travailler ensemble et de s'enrichir des propositions des uns des autres en s'appuyant sur un Parlement qui votera les propositions, parce que si on est à l'exécutif, on propose, mais au final c'est aussi beaucoup le Parlement qui décide. Donc moi, si je suis élue, je suis prête à prendre n'importe quel département. J'ai une connaissance du terrain plus aboutie dans certains, mais il est évident que la fonction publique est aussi riche de personnes qui sont sur le terrain et sur lesquelles on peut s'appuyer pour gouverner. Il est déjà 18h57 sur Radio Lac et One TV. On va devoir malheureusement se séparer pour ce débat qui était riche en enseignements et beaucoup d'idées, mais évidemment, il reste peu de temps pour convaincre les électeurs. J'ai déjà dit, on va faire un rapide tour de table, vraiment 30 secondes, parce qu'on n'aura pas plus de temps que cela, 30 secondes pour les décider ces derniers indécis, que vous êtes la personne qu'il nous faut au Conseil d'État. 30 secondes, véritablement, Émilie Deguerre, je compte sur vous, que 30 secondes. D'accord. Alors, je suis celui qui mettra fin à la dictature sanitaire sans attendre plus, et je suis celui qui présentera immédiatement après une modification de la Constitution pour que la priorité pour l'emploi, la priorité indigène,
devienne un principe effectif dans ce canton lorsqu'il s'agira de se partager un nombre très diminué par les faillites d'emplois dans le canton. Fabienne Fischer. Oui, il faut voter pour moi pour apporter à Genève des réponses solidaires et cohérentes sur le plan social et sur le plan climatique, avec une vision tournée vers l'avenir et le retour de la sérénité au Conseil d'État et d'un esprit de collaboration qui permette de passer de la parole aux actes. Pierre Maudet. Moi, je suis celui qui l'a démontré d'ailleurs dans la première vague Covid, est capable de rassembler, de réunir les acteurs, de faire en sorte qu'on indique une vision et un cap, et puis d'être très très concret. Je suis directement opérationnel, capable dans les 2 ans qui viennent, parce qu'il faut s'en rappeler, c'est 2 ans, la fin de la législature, de relancer l'économie très très concrètement avec les entreprises, avec les salariés, avec les jeunes et les retraités. Et Delphine Bachmann. Si je suis élue, c'est parce que j'ai avant tout envie de porter un projet d'avenir pour mon canton, les 2 prochaines années, mais aussi au-delà, avec une attention particulière sur les entreprises, les indépendants, les milieux culturels, les jeunes, que l'on doit aujourd'hui préserver. Et puis, bien évidemment, tous ces aspects de formation et d'économie, ces défis qui nous attendent, je me réjouis de les relever et de les relever en groupe, en équipe, parce que c'est aussi... comme ça que ça marche. Et rendez-vous donc ce dimanche pour la réponse qui de Pierre Maudet, de Delphine Bachmann, d'Yves Neguer ou de Fabienne Fischer entrera au Conseil d'État. Émission bien évidemment spéciale sur Radio Lac dès midi. J'en profite pour remercier bien évidemment toute la rédaction qui a participé à ce débat dans son élaboration, particulièrement Benoît Rouchelot, Sébastien Tellet, Loris Elie, Charles Super, la mise en image de Dan Ribeiro, le digital Roxane Cataneo et pour One TV, Anaïs Riva et Elliot Marshall. Et puis pour la réalisation audio, Benjamin Smadja. Et Benjamin, vous savez maintenant pour qui vous allez voter. Bien sûr, mais je ne le dirai pas avant dimanche, évidemment. Eh bien, apparemment, on a un déçu autour de la table, on se demande. Merci beaucoup, Béatrice Rulle. Et merci aux 4 invités pour ce débat. On retrouve évidemment les vidéos, les podcasts sur radiolac.ch. L'ultime débat. Faites-vous votre opinion sur Radio Lac et One TV avec Béatrice Rulle.